une fois que l'on a tiré le constat de ce que la République française est incapable de faire respecter sa propre parole, eh bien des conséquences qu'il faut en tirer, et des conséquences qui sont nécessairement politiques. Et c'est le message que je suis venu porter ici après avoir entendu l'ensemble des personnes que j'ai eu l'honneur de rencontrer, de Carsan, Malsa, Alfred Marie-Jeanne, en passant par un nombre extraordinaire d'artistes, d'intellectuels et ainsi de suite, de confrères aussi, de militants. On est dans une situation où on ne peut plus accepter, à mon sens, d'être pris en otage par l'État français, ou en tout cas de laisser l'État français prendre en otage les dirigeants de mouvements sociaux contre un effondrement de ce mouvement social. C'est-à-dire qu'on négocie la liberté d'un homme contre le fait que ce mouvement social s'effondre. Et donc, on a deux fronts. On a le front de la vie chère. Le front de la vie chère avec la question de l'égalité de traitement. Ça a été donc les démarches qui ont été portées par la PRAC. Mais on a le front ensuite judiciaire. C'est-à-dire qu'on judiciarise une lutte afin de l'éteindre et de l'empêcher d'arriver à ses fins. On prend en otage au sein de ce mouvement de lutte un individu qu'on utilise pour faire chanter l'ensemble de la population en disant soit vous vous tenez calme, soit cet homme va rester en prison, alors qu'il représente une partie de vos aspirations. Et donc on fait dépendre l'ensemble du mouvement social de la libération de cet homme. Et donc en fait, on propose aux Martiniquais de rester asservis contre la liberté de Rodrigue Petittot. Et donc, dans cette situation-là, il y a une réflexion qu'on doit mener collectivement parce que moi j'ai vu cette situation. J'ai vu cette situation en Guyane, j'ai vu cette situation en Guadeloupe avec des grands frères, en Guyane avec Trop Violence et avec les 500 frères. J'ai vu cette situation se multiplier aujourd'hui, maintenant on voit bien en Kanaki avec les leaders syndicaux qui eux aussi ont été, comme les grands frères l'avaient été, déportés dans l'Hexagone à des milliers de kilomètres de chez eux pour essayer encore une fois d'éteindre les flammes de ce mouvement social. Et la question qui est posée aujourd'hui au peuple martiniquais, elle est politique, elle n'est pas judiciaire. J'ai des excellents confrères qui font leur travail sur ce front-là, mais qui se retrouvent dans cette situation, eux aussi, de chantage et presque confrontés à la possibilité de desservir la cause du peuple martiniquais pour essayer de libérer leurs clients, ce qui doit évidemment être leur mission première. Et donc, je pense que collectivement, en tant que personnes engagées dans des luttes à différents fronts, moi, de par mon expérience d'avocat, et je suis venu cette fois aussi avec une dimension politique que je n'avais pas eu les fois précédentes où j'étais venu en Martinique, parce qu'il y a un moment où l'usure provoquée par cette lutte judiciaire qui ne cesse pas, par cette dialectique qui est créée par l'État dans le seul but de nous soumettre et d'éteindre les feux de ceux qui sont en train de naître, eh bien, fait que ces formes de mobilisation sociale deviennent improductives et même parfois contre-productives parce que ça génère une lassitude au sein de la population, un sentiment d'impuissance et les espoirs et les vagues d'espoir qui commençaient à naître finissent par se fracasser sur les rochers qui ont été levés par l'État. Et vu sous Emmanuel Macron, une justice qui, dans les Outre-mer, a systématiquement suivi des instructions qui étaient mises à bas. La judiciarisation des luttes sociales est inédite. Et cette judiciarisation a pris une ampleur particulière dans les Outre-mer, sous les instructions qui n'étaient pas forcément données directement aux magistrats du siège, mais qui étaient données aux préfectures qui les communiquaient, et notamment au parquet. Le parquet, les procureurs ont un pouvoir extraordinaire dans la répression de la lutte, tout simplement parce que leur capacité à mener des enquêtes au stade préliminaire, c'est-à-dire à décider qui va être placé en garde à vue, qui va être poursuivi dans le tribunal, cette opportunité des poursuites qu'on décrit souvent, leur permet de réguler les mobilisations sociales et de dire « Ah là, tout d'un coup, on considère, nous, que vous allez trop loin. » Mais la conséquence, c'est laquelle? C'est tout simplement que vous avez une autorité judiciaire qui est censément indépendante, qui va s'entremettre dans une lutte sociale entre des acteurs sociaux et l'État, et qui va en fait pirater ce dialogue qui peut passer par la rue, qui peut passer par des négociations syndicales ou hors syndicats, comme on l'a vu en l'espèce, et qui va influencer quelque chose qui devrait être de l'ordre du rapport de force démocratique. Et quand vous avez des juges qui vont utiliser la force que la loi leur donne, c'est-à-dire théoriquement la volonté populaire, pour interférer dans ces procédures, vous êtes nécessairement dans une distorsion qui a pour objectif de soumettre cette population en utilisant la force à des fins, évidemment, d'abus. Et aujourd'hui, ce que l'on voit de façon structurelle, et pas seulement avec l'affaire qui va être jugée le 21 janvier, correspond évidemment à cette technique et à cette approche-là. Et la dégradation que l'on a vue des relations entre les Outre-mer et l'Hexagone ces dernières années, et les autorités politiques en particulier, la décrédibilisation croissante à laquelle sont exposés les élus, notamment les députés
du fait de leur absence d'engagement sur ces questions et de l'absence de dénonciation constante. Et aussi, tout simplement, non pas que ce soit de leur faute, mais leur rôle est réduit à néant dès le moment que, en tant que représentant de la nation, vous allez dans un parlement dont le gouvernement donne des instructions de cet ordre-là, ensuite aux autorités judiciaires et préfectorales, et bien vous retrouvez dans la situation que l'on sait. Moi, je crains que, face à la remise en cause de l'autorité de l'État, qui est nécessaire, parce qu'elle est juste, parce que l'État s'est mis du côté d'une minorité qui profite depuis plusieurs décennies de sa position oligopolistique pour imposer des prix qui ne sont en rien justifiés économiquement aux citoyens martiniquais. La justice est en train de se dévertuer, elle est en train de s'humilier en continuant à suivre des instructions politiques qui leur sont données, et personne ne me fera croire que les procédures judiciaires qui sont en cours n'ont d'autre fonction que d'alimenter le calendrier politique des autorités qui sont à Paris. Il n'y a en rien une justification à cette poursuite, à cette persécution dont souffre non seulement l'individu dont on parle aujourd'hui, mais encore une fois, parce que il faut remettre l'église au centre du village, le peuple martiniquais qui voit comment ces mobilisations de ces derniers mois sont réduites à néant par ces procédures judiciaires. Et l'énergie dépensée que l'on dépense pour essayer de sauver cet homme, au lieu de continuer à porter ses luttes dans l'espace social, c'est une victoire pour l'État français qui démontre par là même qu'il n'a pas à cœur l'intérêt des Martiniquais, mais la protection de ceux qui financent les hommes politiques, les femmes politiques dans l'Hexagone. On sait très bien de qui je parle. On parle de Béguet qui, dans une partie de ce territoire, ont tissé des liens avec les autorités politiques à Paris pour s'assurer de la préservation de leurs intérêts.